il a baissé le truc. Donc si tu fais ce que les francophones font, passer ta vie à raconter, à nous documenter, on te dit les gars, et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, merci, mesdames et messieurs. Donc, à Bora et Qualité, donc, je crois que le sujet, dont je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que M. Yang en a assez parlé. Il y avait deux sujets, je crois que l'un dans l'autre, nous avons eu à discuter ici dans le cadre de l'insécurité qui règne encore dans ces pays subsahariens. Cette insécurité qui règne aujourd'hui me permet quand même, avant d'en arriver à l'organisation et les moyens de défense de ces pays subsahariens pour contrecarrer cette insécurité. Donc j'ai choisi un thème avant d'en arriver là, un schéma pour essayer de voir le paysage sécuritaire de ces pays subsahariens. Allez-y. Allez-y. Voilà, donc ce plan de présentation, j'ai un petit peu plan de présentation maintenant que voici. Dans un premier temps, il y a le paysage sécuritaire au Mali. Donc il y a le deuxième aspect, le pays sécuritaire en Afrique dans le monde. Bon, dans ça, je crois qu'il y a les principales sources d'insécurité, les causes de cette insécurité, les conséquences de cette insécurité et souvent certaines perspectives de gouvernance de l'Afrique. Et enfin, il y a une conclusion. Voilà. Comme introduction, je disais que l'histoire politique de notre pays, d'environ 19 millions d'habitants, est jalonnée de soubresauts politiques, qui ont entraîné quoi? Une instabilité institutionnelle et conjoncturelle défavorable à notre développement. Sur le plan interne, ce pays a subi pendant plusieurs décennies des crises militaro-politiques à répétition qui ont affecté le tissu socio-économique et les forces de défense de la sécurité. La République du Mali, mais malheureusement synonyme de son passé désastreux et de son présent terrible, malgré sa beauté, son histoire complexe et son potentiel inaccompli, car enfermé non seulement à l'intérieur de ses troubles internes, mais aussi dans ceux de la région sud-africaine. Ce que pendant longtemps, le Mali a été sous une administration militaire et que certains officiers français, devant la réponse du nationalisme en Afrique et la perspective du rêve de constituer un État saharien autonome qui comprend le sud de l'Algérie, le nord des pays situés au nord de l'Algérie, avaient tenté de créer un sentiment anti-noir dans cette région. Mais ce projet dans le sud algérien vise à rassembler toutes les populations sahariennes, berbères, touaregs et morts, qui sont épargnés à travers les pays sahariens, dont la Mauritanie, etc., la Libye, l'Algérie et le Mali. Mais ce projet, par ses objectifs, pose un dernier essor et démantèlement de certains États dont le Mali. Sur le plan militaire, le gouvernement du Mali doit faire face, dès son accession à l'indépendance, en 60, au projet de l'Organisation commune des régions sahariennes, ou CRC, sur sa frontière nord. Mais, devant ce danger, les premiers gouvernements du Mali, celui de 60 à 91, ont procédé à la militarisation progressive du Nord Mali, où une fraction des populations encouragées par certains États maghrébins prennent des armes contre les États. Cette militarisation aggrave les abus et la mauvaise gouvernance, car cette région est de fait sous la mort des militaires. Depuis ce temps, le Nord Mali est exposé en permanence à des situations d'insécurité et à leurs conséquences catastrophiques. De l'indépendance du Mali à nos jours, le Mali a dû faire face à plusieurs conflits. La première, une de la rébellion sur la première république, c'est-à-dire de 60 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'ici, on est que la première rébellion éclatée en 63. Et ce qui a créé une suspicion à la communauté blanche du Nord et du pouvoir public. Donc, il y a eu des déplacements massifs de population qui ont allé vers la Libye et les États voisins. Mais le 19 novembre, le régime de Modibo Keïta est renversé par un coup d'État et il est rébellion en juin 1990. Les accords d'État massifs, 6 janvier. C'est les représentants du chef de l'État
à l'époque, qui rencontre le 6 et 6 janvier à Tamaracé. Il y a une délégation conjointe des deux mouvements rebelles qui existaient à l'époque, à savoir le mouvement populaire de l'Azawad et le Front islamique arabe de l'Azawad, pour entamer des négociations qui débouchent à la signature d'un accord qu'on appelle accord de Tamaracé. Cet accord visait à quoi faire une cessation des victimes. Ensuite, bon, je crois que tu peux aller. Ces opérations maintenant qui ont duré jusqu'en décembre 90. Maintenant, c'est cette période qui a coïncidé avec des réunions sociaux dans tout le pays pour l'instauration de la démocratie et du multiculturalisme. Cette réunion repose ensuite des groupes de jeunes nomades exilés en Libye pendant les années de sécession. Depuis, la présence continue du groupe armé dont le nombre est déterminé continue de poser une menace à la population. Cette période de transition, donc, après la chute du régime du général Moussa Traoré en 1991, les autorités de la transition, qui étaient dirigées par le général Amadou Toumani Touré, proclament leur attachement aux accords de Tamaracé, qui ont abouti aussi au pacte national signé en 1992 entre les autorités de transition et Agal. Au secret de la gestion de l'affaire de cette définitive, entre Touareg et l'État malien s'ajoute le non-respect des accords de Tamaracé en 1992 et du pacte national. Des conflits réapparus en 1994-1995. C'est durant cette période qu'apparaît le mouvement dans le pays, les maîtres de la terre. Sous le régime du président Alpha, je m'excuse beaucoup d'avoir cité son nom, le Mali, en relation avec l'ONU, organise à Bamako une conférence internationale sur la prévention des conflits, le désarmement et le développement en Afrique de l'Ouest. Cette but perdue finalement scellée le 27 mars 1996 à Toloubou et des armes brûlées pour se redonner une cérémonie qu'on appelle la Saint-Denis. En janvier 2012, avec la crise sociopolitique, le Mali bascule de nouveau dans une épidémie de plusieurs portes, engendré par le coup d'État et la prise du pouvoir par des groupes armés, portant ainsi un surcoût à l'insécurité et à la cohésion sociale, dans certaines localités, voire communautaires. À l'origine, comme j'ai supposé, c'est la défaillance de la sécurisation de notre population. Cette crise a généré une crise humanitaire, marquée par quoi? Les déplacements massifs de population des zones de conflit vers les zones plus stables à l'intérieur et à l'ordinaire. Des problèmes de protection et d'insécurité. La perte de biens et de moyens de subsistance d'une partie importante de la population et le dysfonctionnement des services sociaux. Ces violences ont également occasionné quoi? Le démembrement des familles, des tueries, des assassinats et la perte des outils de production du ménage. Sous le régime de vraiment Boubacar Keïta, le Mali demeure ainsi un pays fragile, fortement affecté par les séquelles de nombreuses crises qui l'ont touché depuis plusieurs décennies. Celle de 2012 ayant aggravé davantage cette situation. Depuis 2013, depuis l'accession du pouvoir, sur lequel je me suis, ce qui restait de l'État malien s'est progressivement détérioré avec de graves conséquences, tant sécuritaires que sociopolitiques. Les désordres s'installent. Les attaques se sont d'ailleurs multipliées et généralisées au sein du pays. Les habitants de cette région subissent depuis 2012 des attaques croissantes d'une multitude d'agresseurs, mais comme en plus des problèmes de sécurité. Les problèmes importants de sécurité, exactions et attaques armées contre les civils persistent cependant, de même que des tensions communautaires. Dans ce contexte, on continue de rapporter des attaques sporadiques, des exactions perpétrées par des hommes en armes contre des civils et des représailles sur le fond de litige foncier non réglé et des tensions ethniques. Des communautés touchées par le schéma complexe de violence fuient la zone, craignant une escalade de violence. Les violences continuent d'être monnaie courante dans le centre du pays, où les populations se trouvent dans les lignes de front de confrontation entre armées et les forces maliennes et des divers assaillants, des confrontations intercommunautaires.
venant dans le pays de l'Afrique. Depuis les années 90, le continent africain a offert au monde le cadre d'un environnement sécuritaire dans lequel certains États ont perdu tout contrôle sur la vie politique, économique et sociale. On peut citer entre autres la Somalie, le Libéria, le Rwanda, etc., l'Angola, etc., le Soudan, tous ont été secoués par des conflits internes. Aujourd'hui encore, dans plusieurs États africains, les populations sont souvent prises en tenaille dans le bourbion des conflits. Rébellions, guerre civile, guerre ethnique, guerre de clans, affrontements entre ministres et forces régulières. Les effets de ces conflits, souvent violents, sont désastreux pour les ressources humaines. Mais si on admet aussi que la sécurité des États demeure une condition nécessaire pour la sécurité humaine, il n'est pas évident que la sécurité des individus découle forcément de la sécurité des États. En Afrique particulièrement, certains États sont incapables d'assurer à leurs citoyens la sécurité la plus élémentaire à cause de leur déliquescence, de l'absence d'autorité, de l'occupation du terrain par des seigneurs de guerre et autres bandits de grande jeu. C'est dire combien la sécurité humaine est plus que jamais d'actualité. Ce disant, les principales sources d'insécurité des services du sous-développement que j'ai eu vraiment à recenser sont entre autres le banditisme urbain et périurbain, les conflits intra- et intercommunautaires, découvrant souvent des litiges sociaux et fonciers, les conflits d'intérêt ou de commandement, chefferie traditionnelle, leadership politique, les conflits religieux, déviation et montée intolérance religieuse, les crises sociales, revendications catégorielles, écoles, syndicats et autres corporations, la délinquance économique et financière, blanchissement d'argent, trafic illicite d'œuvres d'art, confection, faux documents, etc. L'accumulation pléthorique et la prolifération des armes légères, les conflits armés ouverts avec leurs flux migratoires, trafic en tout genre, le banditisme transfrontalier et transnational. Par rapport à toutes ces sources d'insécurité qui constituent autant de défis sécuritaires, on peut affirmer que l'Afrique est sans doute l'un des côtés les plus instables au monde. Entre 60 et 2006, on a eu à enregistrer au moins 73 coups d'État. Et de ces 73, 15 de ces 15 dernières, le paysage sécuritaire africain a été déterminé par la montée de l'intégrisme religieux en Afrique, du Nord y compris l'Égypte, des rébellions au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, une guérilla séparatiste en Casamance, qui dure depuis 25 ans, une instabilité politique chronique au Togo, depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio, des troubles ethniques et confessionnels intermittents au Nigeria, une multiplication des foyers de tension, des crises et des conflits intercommunautaires, une féroce compétition pour le pouvoir, des épidémies, des pandémies, dévastatrices comme le polio et le VIH. Parallèlement aux crises, aux conflits, dans leur foule, l'esprit s'accroît avec son lot quotidien de trafic de tout genre, de braquage de véhicules, d'attaques à main armée, de vol, de viol, de violences physiques, de meurtres, d'assassinats et d'apparition des enfants soldats. Parmi les principales causes qu'on peut en citer, entre autres, la fragilité des institutions étatiques, l'échec des efforts de démocratisation, la prolifération des groupes armés et des armes légères, la prolifération des groupes armés, donc ça c'est une répétition, une dette publique asphyxiante pour les pays africains, et la rage de conquête de conservation du pouvoir, et une féroce compétition pour l'accès aux ressources naturelles. Le manque de dialogue et de coopération entre le pouvoir et l'opposition, l'intransigeance et le manque de flexibilité des acteurs sociaux et politiques, des arriérés des salaires et le non-paiement des salaires à terme, cette pauvreté. À cela, qu'est-ce qu'on peut ajouter? L'ignorance et le chômage endémique. La pauvreté et la frustration qui font des milliers, voire des millions de jeunes sont réduits pour se faire valoir à tomber dans la masse de la révolte. L'insouciance et l'égoïsme des pays voisins. Une insolence caractérisée par des velléités de domination par la force, en dépit parfois de l'opposition de la communauté internationale.
et l'exploitation effrénée, voire éhontée des ressources naturelles, particulièrement dans les pays en crise. À tout cela, maintenant, on peut citer les causes. Par de là, il y a une révoltante répartition des richesses du monde. En effet, dans ce monde de milliards d'êtres humains, environ 500 millions de personnes, voire plus, n'ont pas accès à l'eau. Environ 320 millions d'Africains, voire plus, vivent dans la misère avec moins de $1 par jour. Environ 100 millions d'enfants, voire plus, n'ont plus jamais été à l'école, dont la majorité en Afrique. Et pourtant, 4000 individus meurent de paludisme, toutes les minutes. Un individu saute sur une mine terrestre ou meurt d'une autre arme de guerre. Ceci dit, fondamentalement, les causes de cette institution logées dans la mauvaise gouvernance des pays en voie de développement, notamment africains. Une mauvaise gouvernance dominée par quoi? Des politiques nationales contre-productives, sans vision, sans participation populaire ni contrôle démocratique. L'imposition à la tête de beaucoup de pays d'hommes de paille, le plus souvent de services d'intérêt personnel ou d'État. Une pléthore de carriéristes non de cadres dans les fonctions publiques. Des systèmes bureaucratiques corrompus et peu performants. Une profusion d'affairistes et non d'hommes d'affaires, attirés par l'appât du gain facile et rapide, tournant autour du pouvoir et parfois le prenant en otage. La perte vertigineuse des niveaux d'éducation et de vie, l'appauvrissement structurel des États et la paupérisation des populations. Enfin, les catastrophes naturelles qui tuent toujours sans feu, sans témoin, on peut citer la sécheresse, la désertification, les crises alimentaires, les inondations, les épidémies, les accidents routiers, etc. Parmi les conséquences, on peut citer entre autres l'aggravation des violations des droits de l'homme, l'accroissement des souffrances humaines, l'effritement de l'autorité de l'État, la fragilisation du processus démocratique, l'affaiblissement des structures étatiques, l'émergence de groupes armés risqués des seigneurs de guerre, l'appauvrissement stratégique des États, l'anéantissement des efforts de développement, des pertes humaines en milieu, des lourdes pertes matérielles et économiques, des conséquences graves sur les processus. Voilà autant de situations d'insécurité influent considérablement sur la stabilité politique et le paysage développement. Quelle perspective on peut se donner pour la poursuite de la paix? Puisque la sécurité et le développement sont indissociables, je me suis dit qu'il faut absolument maximiser la sécurité dans le monde, en Afrique singulièrement. Il faut combattre la pauvreté à travers le monde, particulièrement en Afrique, car la pauvreté conduit à la marginalisation, à l'exclusion et à l'injustice sociale. Bâtir un nouveau monde sécuritaire, extirpé de ces inégalités sociales, de la haine et du désespoir, et promouvoir particulièrement en Afrique une nouvelle forme de gouvernance de la sécurité. Quelle perspective? Le processus de consolidation de la paix et de réconciliation sera probablement long et difficile pour elle, car les effets auxquels sont confrontés le gouvernement du président Ibeka sont nombreux, notamment le rétablissement d'un environnement sécurisé sur l'ensemble des territoires et aux frontières, la restauration de l'état du droit et de la justice, la consolidation des services de l'État, la réconciliation et le renforcement de la cohésion sociale, la relance économique et la lutte contre la pauvreté. En conclusion, je vais continuer. C'est pour vous dire que depuis plus d'une 50 années, après la chute de la dictature, les pays subsahariens, dont le Mali, semblent plus que jamais assister une poudrière est caractérisée par des phénomènes ou facteurs qui interagissent et qui ont fragilisé la défense opérationnelle des territoires. Aujourd'hui, cette région subsaharienne affiche le visage d'une zone militairement instable dans laquelle le niveau d'insécurité dans l'air reste une source de préoccupation. Et enfin, les forces armées de sécurité qui ont pour mission de protéger l'État, d'assurer la défense nationale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières, sont devenues un maillon faible de la lutte contre toutes les menaces.
Ceci dit, vu tout cela, j'ai dit, on ne sait plus où aller, on ne sait plus avec qui aller, ni dans quel budget. Voilà en conclusion. Vas-y, continue. Voilà, donc, voilà, monsieur le président. Voilà ce que j'ai pu ramasser de loin en large. Je crois qu'il appartiendra on applaudit ici, mais dans la salle, quand on rentre dans le séminaire, ça c'est le séminaire d'initiation du colonel Silla, à s'initier à parler. Mais quand on est dans la salle, il n'y a pas d'applaudissement. Ok, donc merci. Nous venons d'écouter notre, je vais dire, guest speaker, notre invité du jour. Et le temps est venu pour vous pendant le temps 30 minutes. Non, le reste des spots, le temps 30 minutes. Il a été dans les normes. C'est lui qui a une question à poser pour le micro. Si tu veux t'asseoir, oui, je veux m'asseoir par là. Tu as du papier? Non, bon. Tu donnes du papier, tu prends note des questions. Si tu arrives à répondre les noms des gens dans le camion, mais l'essentiel, et l'idéal est que tu n'aies pas répondre aux questions par question, ouais. Mais de pouvoir les ramasser de façon analytique. Ouais. Voilà donc le micro. Celui qui veut la parole, demande le micro. Ah ouais, d'accord, je vais essayer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, je ne vais pas demander à connaître ceux qui sont autour de la table. Je connais beaucoup. Même si je vois de nouveaux visages. Mais cela n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'exposé que vient de faire le colonel-major Nana Silla. Je dois dire que franchement, il a cherché pratiquement à connaître les problèmes dont nous souffrons, les causes de l'insécurité dans laquelle nous sommes, les conséquences de cette insécurité. Et il termine par une conclusion qui me laisse quelque peu perplexe. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui est développé ici, je ne veux pas dire que c'est connu, mais presque. Nous savons la situation dans laquelle nous sommes. Nous connaissons bien les origines de cette situation, les différentes gestions qui avaient été faites. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes pratiquement dans un trou. Le trou de plus en plus devient profond. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise bien, qu'on le veuille ou pas, notre pays, c'est l'existence même de notre pays qui est en jeu. Donc cela doit nous amener à faire quoi? À nous interroger sur beaucoup plus les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de Mali de cette situation? Et je crois qu'ici, toute la réflexion qui est menée dans cette salle depuis plusieurs années, en tout cas toutes les fois que je suis arrivé ici, c'est de voir quel modèle développer pour sortir de notre pays de la situation dans laquelle c'est. Et je crois que le professeur tout à l'heure en parlant, il avait parlé un peu de juillet 2019 à juin 2020, parce qu'il y a quand même certainement. Donc, pour tout simplement que moi, j'ai vraiment bien suivi, vraiment tout a été bien campé, mais je crois qu'aujourd'hui, si on me demandait la question que je pouvais la poser au colonel-major Nana, c'est de lui dire d'aller, est-ce qu'il peut aller beaucoup plus en profondeur pour nous dire, voici, lui, au niveau de ce qu'il a fait, ses recherches lui ont conduit à nous dire, voici le modèle qu'il nous faut pour non seulement améliorer la sécurité dans notre pays, mais également régler les problèmes.
Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça. Quel type de gouvernance il faut mettre en place? Et nous savons qu'il a dit dans son exposé, le Mali, pratiquement les régionnaires du Mali étaient avant militarisés. Le Mali même de façon générale était sous un régime militaire. Mais il faut qu'on s'interroge. Au moment où ce régime militaire, cette dictature-là était en place, il faut le dire, nous avons quand même l'une des plus grandes armées de l'Afrique de l'Ouest, sinon l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ses responsabilités également dans les cours de le soutien. Qu'est-ce qui a fait disparaître tous nos avions de combat? Que ce soit nos MiG-21, que ce soit nos MiG-19, en tout cas je ne connais pas un peu, en tout cas il y en avait beaucoup. On pouvait faire face à n'importe quelle armée dans notre pays. Mais tout ça aujourd'hui, pour se retrouver une armée sans avion, sans pratiquement hélicoptère, c'est une situation qui nous inquiète. Donc je crois que ça, bon, ce sont des éléments qu'il faut ajouter parce que nous n'avons pas notre armée dans une situation difficile, mais particulièrement pour insister. Aujourd'hui, nous avons besoin de développer un modèle qui nous permette de sortir de cette situation. Si vous avez des éléments, là vous nous amenez, au cas échéant, l'assistance également à main, peut-être que les débats qui vont suivre nous permettront d'avoir quelques pistes. C'est ce que je voulais dire dans tout le moment. Aujourd'hui, pas être bon. Merci beaucoup. On peut parler de ça. Alors, moi, je vais peut-être compléter, monsieur le ministre. Il faut qu'on apprenne à parler avec un peu plus clair, hein? Oui. Parce que moi, je suis un journaliste, c'est très simple. Je félicite le colonel pour son exposé. Il a bien exposé peut-être les manifestations de l'insécurité. Il a bien exposé les causes de l'insécurité. Il a parlé des conséquences de l'insécurité. Moi, je suis malien, je suis africain. J'ai un souci, c'est la sécurité. Vous avez bien posé le problème. Mais allez-y, proposez-moi des solutions. Je sais que vous n'avez pas toutes les solutions clés en main. Mais indiquez-moi une porte de sortie. Il ne s'agit pas pour moi, je ne serais pas satisfait si je sortais sans avoir un certain nombre d'éléments de solutions, de propositions au moins. Si c'est, je sais qu'il y en a beaucoup, je peux en trouver peut-être selon moi, je dis bien. La sécurité n'est pas que militaire, vous le savez mieux que moi. La gouvernance étant une cause, ou la malgouvernance étant une cause de l'insécurité, la gouvernance, la bonne gouvernance peut apparaître comme une solution. Les inégalités, les injustices étant des causes de l'insécurité, la justice et la démocratie appliquée en fonction des règles de la démocratie peut être un élément de solution. Donc, quand nous voyons un certain nombre, nous arrivons à cerner le problème, c'est déjà un pas. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous voulons en sortir. Aujourd'hui, nous voulons sortir de ces difficultés, nous voulons sortir des conflits, nous voulons sortir de l'insécurité, nous voulons sortir des crises intercommunautaires. Maintenant, allons-y dans ce sens. Comme nous avons bien compris les causes, nous avons cerné les acteurs, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons le plus rapidement possible, parce que c'est aussi cela l'important. Ce n'est pas pour seulement les générations à venir. Aujourd'hui, si c'est possible, nous voulons en sortir. Merci. Voilà ce que je peux apporter comme contribution. Malheureusement, je ne peux pas avoir assez. Oui, le micro de l'autre côté. Ok, merci à Djogoni Maya d'avoir initié cette conférence. Je m'appelle Abdoulaye Ba, je suis un immigré malien, je réside en France. Donc je me réjouis d'être ici. Je ne parlerai aujourd'hui pas en tant qu'homme des médias, mais en tant que militant associatif également, parce que je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle la APSM, Alliance patriotique pour la souveraineté du Mali, qui a été créée en 2012 quand le Mali a été envahi par les djihadistes. Donc le nom APSM vient de Sénégal et tient la caméra. On a mis un mois parce qu'il y avait les Maliens
de tous azimuts qui s'étaient réunis pour trouver, après une grande marche le 14 avril 2012, en se disant qu'il faut aller au-delà de cette marche-là pour soutenir notre pays. On s'est réunis ensemble pendant un mois. On a mis un mois pour trouver un nom, pour dire que l'unité n'est pas toujours facile. Bon, maintenant, aujourd'hui, la question essentielle qui est posée est la sécurité du Mali. Comment faire pour sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes? Cette question, nous nous sommes posés à plusieurs reprises. Diogo Nimaya, je suis l'artiste depuis 2011, quand j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Niang à Sitakli lors d'un forum sur l'exploitation minière. Donc, après ça, aujourd'hui, il y a le colonel qui vient de nous faire un brillant exposé. Mais moi, je me pose la question. L'autre jour, en lisant la presse malienne, j'ai lu que le Premier ministre doit se rendre à Kidal. Et pour ce voyage de Kidal, qu'il a remis, c'est le journal Nord qui le dit, et moi je ne le dis pas, qu'il remet 500 millions de francs CFA. Des choses que nous avons toujours condamnées. Ces 500 millions sont destinés au gars de la CMA. Donc, est-ce que, quelque part, les malheurs du Mali n'est pas, à chaque fois qu'il y a rébellion, que nos gouvernements successifs... Il peut nous donner par rapport, en tant que professionnel de la sécurité. Le camarade a parlé tout de suite d'aller faire la guerre. Est-ce que la solution, c'est réellement de réarmer notre armée, de payer des armes, de recruter des soldats comme on est en train de le voir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autre approche qui est plus stratégique et plus plausible pour qu'aujourd'hui le pays soit en sécurité et que le sang... Ok, qui d'autre? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Moi, je vais poser une question à M. le colonel. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité. Est-ce que les forces des armées maliennes aussi ne sont pas comptables à cette crise de sécurité au Mali? Parce que, comme il a si bien dit, M. le ministre a dit que le Mali avait une armée forte, puissante. Mais pourquoi où est partie cette armée? Est-ce que c'est l'abandon, ou c'est de négligence, ou c'est le manque de patriotisme? Oui. Merci, Major Sila. Et son exposé, vraiment, c'est l'actualité, c'est vraiment pertinent ce qu'on a lu dans son exposé. Moi, ce que j'aimerais dire tout simplement au colonel, étant donné qu'on parle de sécurité, on parle de l'insécurité, il est mieux placé, lui et ses promotionnaires et autres personnes qui sont de l'armée aussi. Ils savent les lacunes qui sont dans l'armée malienne, ils ont été dans l'armée, ils savent ce qu'il y a, ce qui ne va pas, ce qui va. Parce que je crois que dans une maison, quand tu es dans la maison, tu sais par où ça coule, ça saute. Donc vous êtes mieux, vous êtes vraiment une personne qui peut mieux expliquer ce qui se passe dans l'armée malienne. C'est bien qui sont au nord, l'armée malienne qui va tenir face à ces gens-là. Vous savez mieux que quiconque. Donc c'est les solutions de l'échange que nous devons avoir. Venant de vous, sincèrement. Donc, nous comptons beaucoup sur ces solutions de message. Je vous remercie. D'accord. Adra, tu veux intervenir? Non, ça. D'accord, mon colonel. C'est venu en retard. Le colonel, auquel je te passe. Bonsoir. Monsieur le ministre, tu n'étais pas là. C'est notre collègue et frère du Tchad qui a étudié en partie
ici, et qui est dans la mission de l'aménagement des 5 Sahel, qui sont là pour la stabilité. Bonsoir, je m'appelle Abbassi, plus malien que tchadien, parce que mon fondement en tant que militaire a été fait ici au Mali. Et ça fait bientôt 5 ans que je tourne aux alentours du Mali. Je félicite le colonel pour son brillant exposé, mais j'aurais souhaité qu'il fasse ressortir le Sahel, en général les 5 pays du Sahel, dans son exposé, parce que c'est le même problème, c'est les mêmes causes. Si aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de coup d'État, c'est dans ces pays du Sahel, le Tchad, le Niger, le Burkina, le Mali et la Mauritanie, et où ces pays regorgent d'énormes potentialités naturelles qui peuvent faire concurrence au monde entier, mais nous sommes parmi les pays les plus pauvres. C'est en Afrique qu'on trouve l'uranium, le coton, alors que les pays européens, plus particulièrement les pays colonisateurs et exportateurs et de l'uranium et de l'électricité, alors que moins de 5% de ces populations de la base sahélienne n'a droit qu'à l'électricité. Donc c'est le même problème, c'est les mêmes causes, c'est les mêmes défis. Moi je propose à mon ancien de prendre en compte le volet Sahara. Merci. Merci. Bon. Ceux qui sont derrière là, signalez bonsoir. Ceux qui veulent parler. Donc moi je vais intervenir. Il a bien exposé, nous avons compris les causes, les conséquences, mais il y a des questions à poser. Je dis que avant, le Nord était militarisé. Pourquoi on a démilitarisé le Nord? Donc, c'est ce qui a favorisé la rébellion. Ça, c'est mon entendement. Et deuxièmement, l'avènement de la démocratie a favorisé, pour moi, je dis pour moi, a favorisé l'insécurité chez nous. Parce que ceux qui étaient venus, qui sont venus pour la démocratie, au lieu de chercher à trouver des solutions pour lutter contre l'insécurité, ils sont venus pour s'installer. C'est pour chercher des places pour gouverner. Et je vais dire les choses comme je les pense. L'avènement de Alpha Oumar Konaré, donc il est venu au pouvoir et c'est à partir de... Il a fait 10 ans. Et pendant ces 10 ans-là, l'armée n'a pas eu d'armes. L'armée a été démobilisée au nord. Donc tout ça, c'est des choses qui ont amené l'insécurité chez nous. Et après, nous avons connu le régime ATT. Bon. ATT, il est venu, bon, pour moi, vraiment, il ne s'est pas occupé de la sécurité. Parce que pour qu'il y ait sécurité, il faudrait que les forces de sécurité, l'armée, soient bien armées, bien formées, pour qu'ils puissent défendre le pays. Donc je demande pourquoi. Et maintenant c'est le chaos. Maintenant il y a eu le centre, les guerres inter, les communautés qui se battent, tout ça, c'est dû à la mauvaise gouvernance. Donc comme solution, moi je vais proposer d'abord qu'on ait une bonne gouvernance. On cherche une solution pour qu'on ait une bonne gouvernance. Pour avoir une bonne gouvernance, il faut avoir de bons dirigeants, de bons responsables. Donc, il faut que les gens se rassemblent. Il faut que les gens se mettent ensemble pour pouvoir trouver des gens. Il faut mettre des gens responsables, des gens intègres, des gens qui peuvent nous amener des solutions. Voilà, merci. Ça va, quelqu'un? Ça va? Non?
D'accord. Voyez quand même. Après, si tout se prépare. Oui, bonsoir la salle. Moi, je m'appelle Cédric Koné. Je suis enseignant au niveau fondamental. Comme c'est la sécurité dont on en parle. Donc, vraiment, moi, après avoir suivi l'exposé du colonel Naouma, vraiment, j'ai été très pessimiste dans la mesure où aujourd'hui nous avons à peu près plus de 900 écoles fermées donc, dans les régions nordistes. Vraiment, je m'inquiète vraiment. Comment est-ce que les enfants qui devaient être dans les classes là-bas, quel sera donc leur sort pour demain? Et étant donné que aussi le développement de toute nation dépend donc de sa capacité intellectuelle, quelle est la mesure donc envisageable donc, ici aujourd'hui, ou bien même donc, avec le colonel, donc, pour que les écoles ne soient pas désormais prises en partie par donc, les belligérants. C'est ça ma question. Il faut que les écoles soient donc désormais à l'abri donc de quelques, voilà, de quelques, comment dirais-je, de quelques compromis quand même. Merci. Une dernière question. Moi, je crois que la réalité, on a tellement tergiversé dans ce pays. On parle de mal-gouvernance, mais la solution est là. Le président, il est qu'il faut que l'alternative qui change. C'est deux alternatives. Alors il abandonne, ou bien alors il y a une solution qui l'amène à revenir sur terre. Voilà, c'était ma question. D'accord. Mon collègue. D'accord. Vous avez la possibilité de réagir. Je vais réagir en quelques minutes. Oui. Vous permettez. Oui, c'est-à-dire que j'ai écouté tout le monde. Mais malheureusement, les solutions que vous m'avez demandées se trouvent dans la seconde présentation auquel on n'a pas fait cas. Donc toutes les solutions sont dans notre main. Comme je viens. Non, je ne donne pas de solutions. Maintenant, comme c'est dans notre session, voilà, ça c'est une autre session. Mais pour l'heure, vous avez tous demandé, tout le monde est inquiet de la situation sécuritaire dans laquelle nous vivons. Je vais vous dire, les armes dont nous détenons, que nous avons détenues au temps du CBLN, c'était des armes qui devaient destiner au Soudan. Que le colonel Kissima, tellement qu'il était aussi négocié avec les Russes, il a fait dévier ses armes au profit du Mali. Même après son départ, 5 ans après son départ, son arrestation, les armes continuent à vivre. Donc on était sécurisés tellement bien et puis la formation. Nous on a tous été formés dans le cadre. Mais aujourd'hui, au moment du président Alpha, qui a réduit le budget de défense à 27%. À 27%, je vous dis en toute cause. Les armes, les blindés et l'aviation sont restés plus au sol. Parce que la maintenance n'y était pas là. Donc, ce qui veut dire, tous ces engins sont restés plus au sol. Moi, j'étais là. Parce que la guerre Mali-Burkina, j'étais là, j'ai assisté du début à la fin. On sait ce qui s'est passé. C'était l'armée la plus crainte au niveau de la sous-région. La plus crainte. En type d'armement et en type d'hommes forts. La formation à l'époque, aujourd'hui, elle était vraiment sans façon. On était formés partout et avec vraiment dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation? Même, entre parenthèses, l'arrivée des rebelles de la Libye, je faisais partie de la commission qui a parlé des recevoir. Je ne rentre pas dans les détails ce qui a été dit. De 2011. J'étais là sur le terrain. Donc, ce qui a été dit, je suis témoin populaire. Ce n'est pas que j'ai entendu. Je suis témoin, j'étais assis. Bon, bref. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? Il y a quelques raisons fondamentales.
Je dis quelques raisons, je ne vais pas donner tous les détails. Il y a d'abord le niveau de recrutement qui est bafoué. Aujourd'hui, c'est le recrutement dans lequel nous sommes. Moi, j'étais dans la commission de recrutement, même aujourd'hui du Britannique. J'ai fait 5 ans là-dedans comme président. Je sais ce qui se passe, je ne rentre pas dans le détail. Il a fallu 5 ans après l'arrivée des Sirima pour que les choses changent. Aujourd'hui, d'abord, la formation, le recrutement est à la base. Ça, c'est vrai. Secondo, le niveau de formation. Le niveau de formation, pourquoi je dis aujourd'hui un CAT1, un CAT1, un CAT2, un BA1 qui dure au moins 9 mois. Aujourd'hui, cette formation est réduite à 3 mois. Imaginez une formation qui est réduite à 3 mois. Pour une formation de 9 mois qui est réduite maintenant à 3 mois. Qu'est-ce que c'est tellement apprendre en 3 mois? Il y en a pas. Donc, ça veut dire, le troisième aspect, le favoritisme. Aujourd'hui, j'étais membre de la commission de recrutement. Nous avons eu à citer des gens qui sont vraiment aptes pour, des gens qui aimaient les forces armées et de sécurité. Et on avait demandé un moment de répartir le recrutement dans les zones, dans les différentes régions, pour voir ceux qui aiment vraiment l'armée. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'armée aujourd'hui qui ne sont pas là, à cause du favoritisme. Je donne un exemple, une petite parenthèse. Un officier, je ne cite pas son nom, qui est un de mes affaires, c'était un aîné, il était assez valide. Quand il a voulu prendre les hommes qu'il faut, j'étais encore dans son bureau. On a voulu prendre les hommes qu'il fallait, mais il a reçu tout de suite un coup de téléphone pour lui dire que s'il ne prend pas les gens qu'on lui réclame, on a enlevé. Le lendemain, il y a eu. Donc, ça veut dire qu'il fallait prendre les hommes, que tu veux lui ou non, il faut prendre les gens que le pouvoir veut, mais qui ne sont pas les compétents, les militants ou bien les plus. Le patriotisme. À cela s'ajoute, quand il y avait le général, le ministre de l'équipement, à l'époque, le général, il était là, l'équipement. Quelle année? Sous le régime de ATT. Bon, bref. Oui, bref, je ne donne pas son nom. Nous, on a eu à réduire au niveau de la police. Je prends aussi la police. On a recruté 27 malades séropositifs. Comment on a su ça? Le directeur de la police à l'époque, je ne donne pas son nom, il dit que c'était pour arranger les unités de police qui avaient leurs parents, leurs enfants qui travaillaient. Mais on leur dit non. Si vous voulez un arrangement, mais ce n'est pas en recrutant des malades séropositifs pour les faire entrer dans le niveau de force de sécurité. Maintenant, nous, comme on l'a su en tant que médecin, il fallait les amener à la manœuvre. Et maintenant, un malade, il y a des choses qu'un malade ne peut pas faire. Et on a déniché effectivement cet économe de 27. On a mis à la disposition. Et le général, le ministre a dit qu'il fallait pas, je ne sais pas, même la suite, il a pu les. Nous, on a demandé leur radiation. Est-ce que ça a été fait oui ou non? Ça, c'est un autre. Bref, c'est pour vous dire, aujourd'hui, il y a d'abord le recrutement, le niveau de formation, le favoritisme, je veux dire encore le favoritisme aujourd'hui, là. Prenez aujourd'hui, tous les enfants qui sont dehors aujourd'hui, ce sont les enfants des parents non nantis, des enfants pauvres. Nous faisons au bébé. Pas mal nous bébés. Mon enfant est capitaine. Il a fait Agadok, il a fait ses services. Il a fait tout ça pendant 1 an. Il a vécu tous ses carrières. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Ils sont tous là dans les bureaux. Et c'est eux qui ont les grades, les rémunérations. Aujourd'hui, nous avons combien de génies? Mais si vous voyez aujourd'hui, combien d'eux parmi eux ont fait le terrain? Il n'y en a pas. Les hommes ne peuvent pas avoir de la confiance à des hommes avec qui ils n'ont pas raboté, je veux dire, sur le terrain. Tu as eu ton grade de général, mais comment tu l'as eu? Comment tu l'as eu? Bref, il y a tous ces... Si aujourd'hui, je peux te faire un livre, J'ai vu ces hommes-là. Au Rwanda, où j'ai fait le génocide du Rwanda, où j'ai passé 1 an, j'ai vu ces hommes-là.
J'ai vu ces hommes-là quand j'étais en RDC. J'étais avec un bâton. Comme on le dit en Casamance, j'étais abattu dans le bâton bris, qu'on appelle le bâton bris, pour que Alpha accède au pouvoir. On était là en 91 pour la sécurisation, pour que aucun parti politique n'était là-bas. C'est nous qui avons sécurisé toutes ces zones pour qu'il puisse avoir le pouvoir. Mais quand il a eu le pouvoir, son premier ennemi c'était l'armée. Et comme il a dit, c'est écrit à la défense. Une armée forte est une menace pour la démocratie. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Bref, donc je laisse la porte ouverte à tout le monde. Merci. Wow. Pas d'applaudissements. Donc, réellement, est-ce qu'il y a une ou deux questions justement qu'on permet de retour? Sinon, on peut. D'accord. Donc,